Le président de la République a quitté Abidjan ce matin pour New York, aux États-Unis. Le chef de l'État va participer à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient du 23 au 26 septembre prochain. Et ce samedi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé avec une délégation de l'Alsace venue s'informer des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement s'est aussi entretenu avec une délégation du Centre de contrôle des maladies infectieuses des États-Unis d'Amérique. Le ministre de la Construction a visité ce matin le site de Modeste situé sur la route de Grand Bassam. Il est allé s'assurer de l'état d'avancement des travaux du projet de construction des logements sociaux après la saison des pluies. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition. Et vous le savez, la bonne nouvelle, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a été attribuée à notre pays, la Côte d'Ivoire, par la Confédération africaine de football. Le Cameroun organise la CAN de 2019. L'annonce a été faite cet après-midi en Éthiopie. Et comme chaque samedi, nous avons la page culture. Notre invité aujourd'hui est M. Jean-Baptiste Gueka. Nous parlerons avec lui du Festival des Arts d'Abidjan. Nous parlerons donc des arts visuels. Bonsoir M. Gueka. Bonsoir. Alors à tout à l'heure. En attendant, je disais, le président de la République, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour New York, aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État va participer à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient du 23 au 26 septembre. Au cours de cette session qui a pour thème un programme transformateur de développement, le président Alassane Ouattara prononcera une allocution à la tribune des Nations unies le 26 septembre. Sa communication sera certainement axée sur les sujets d'actualité en Afrique. Il s'agit de la sécurité, de la politique, de l'économie et bien sûr du virus Ebola. À présent, je vous livre ce communiqué de la présidence de la République et c'est à propos de ce déplacement du chef de l'État. Ajoutez qu'en marge de cette Assemblée générale, le président de la République aura également des entretiens avec M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Mme Linda Thomas-Greenfield, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, M. Gin Yong-kim, président de la Banque mondiale, et le chef de l'État prendra part à une réception offerte par le président américain Barack Obama en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement. Le chef de l'État assistera également au 30e gala de la Fondation Africa America Institute, au cours duquel il recevra une distinction. Enfin, le président de la République prendra part à la réunion annuelle de la Fondation Clinton Global Initiative contre le braconnage des éléphants et le trafic d'ivoire et à un dîner d'affaires offert en son honneur par le Corporate Council on Africa sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, regagnera Abidjan le samedi 27 septembre 2014. Sur place, ici à Abidjan, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé avec une délégation de la Chambre de commerce de l'Alsace venue s'informer des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement s'est aussi entretenu avec une délégation d'experts américains en santé. Ces derniers vont aider le gouvernement ivoirien, notamment dans la lutte contre le virus tueur Ebola. Le reportage est signé Hugues Vebli. La délégation de la Chambre de commerce de l'Alsace, de Franche-Comté et de Lorraine s'est dit confortée dans sa volonté d'investir en Côte d'Ivoire. C'est le résultat des échanges jugés fructueux qu'elle a eus avec différents ministères, des structures étatiques et des milieux d'affaires de Côte d'Ivoire. Évoluant dans l'agroalimentaire, la culture, les mines, l'environnement et autres secteurs, les industriels français se réjouissent des opportunités qu'offre l'industrie ivoirienne. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire, Jean-Louis Legrand, n'a pas manqué de le souligner. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a marqué au cours des échanges la volonté du gouvernement d'accueillir dans de meilleures conditions toutes les bonnes volontés désireuses de contribuer à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Autre délégation reçue par le Premier ministre, celle du Centre de contrôle des maladies infectieuses CDC des États-Unis. Le CDC veut aider le gouvernement dans la gestion de sa politique de santé publique. À l'ordre du jour, une coopération beaucoup plus renforcée. Je suis venu ici avec une délégation des CDC américains et surtout avec deux experts qu'on a fait venir pour porter un appui technique
aux travaux que la gouvernement de Côte d'Ivoire déploie pour contrer la menace du virus Ebola. On a tenu à féliciter M. le Premier ministre pour le plan d'action pour lutter contre l'Ebola au cas où il y a un cas ici en Côte d'Ivoire. On a trouvé que ce plan est sur le niveau stratégique et très bien. On a discuté aussi la possibilité d'offrir une formation aux partenaires ivoiriens pour leur aider, n'est-ce pas, à renforcer leur capacité de contrer l'Ebola, le virus Ebola au cas où il y a un cas ici en Côte d'Ivoire. Un atelier va réunir ce lundi et mardi autour des experts américains du Centre de contrôle des maladies infectieuses, des fonctionnaires des ministères de la Santé et des ressources animales de la sous-région francophone. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a envoyé une délégation dans la région du Haut-Sassandra pour une mission d'évaluation. La délégation a sillonné les villes de Daloa, Vavois, Issia et Zoukougbe. Et la mission d'évaluation sur la salubrité révèle les difficultés des collectivités territoriales dans la gestion des ordures ménagères, nous explique Serge Coléa. L'insalubrité gagne du terrain dans la région du Haut-Sassandra. Dépôts sauvages d'ordures dans les villes, sans oublier des fermes d'élevage d'animaux devenus des nids de maladies. Les populations baignent véritablement, on peut le dire, dans un environnement insalubre. À Daloa, Vavois, ici à Ezoukoube, les envoyés du ministère de l'Environnement et de la Salubrité urbaine et du Développement durable en ont fait le constat. Face à l'impuissance des autorités locales quant à la gestion des questions environnementales, la Direction des opérations de salubrité et de lutte contre les nuisances a décidé de faire l'état des lieux en vue d'apporter des solutions. Avec les responsables des collectivités territoriales, les envoyés du ministre Alaquadou Rémy ont passé en revue plusieurs points. Notamment le mode de gestion des ordures ménagères, les déchets agro-pastoraux, les sciures de bois issus des scieries et les déchets biomédicaux. Chaque jour, on produit des ordures et la commune de Daloa, elle seule, ne peut pas. L'état d'insalubrité dans l'ensemble des communes de la région du Haut-Sassandra fait ressortir une situation préoccupante, tant sur l'environnement urbain que sur le plan socio-sanitaire. Si par des gestes simples, chacun de nous évite de jeter les objets dont il veut se débarrasser un peu partout, nous gagnerons en efficacité dans notre recherche de la salubrité, la propriété de nos villes. La direction des opérations de salubrité et de lutte contre les nuisances entend prendre les dispositions pour permettre aux populations de vivre dans un environnement sain. Après la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien, la Côte d'Ivoire s'apprête à commercialiser le diamant brut. C'est bientôt la réouverture des bureaux d'achat sur toute l'étendue du territoire. Mais avant, les administrateurs et acteurs des mines renforcent leur capacité sur le processus de commercialisation du diamant. La formation est initiée par les États-Unis et l'Union européenne. Mohamedou Traoré, Francis Boifo. Test réussi pour cet expert des pierres et métaux après une semaine de formation assurée par l'Institut de gymnologie américain sur l'évaluation du diamant brut. Comme lui, les représentants des coopératives du secteur du diamant et des administrations des douanes savent désormais identifier la coupe, le poids, la couleur et la clarté de la pierre précieuse, des éléments nécessaires à sa commercialisation. Avec toutes ces techniques acquises aujourd'hui, nous pouvons mieux appréhender et mieux sécuriser les recettes de l'État lorsque les diamants bruts seront exportés. En fait, il y a une taxe à l'exportation qu'il faut payer lorsque vous faites une exportation des diamants bruts qui s'élève à 3%. Donc aussi longtemps que vous n'aurez pas la valeur exacte des diamants exportés, vous ne pourrez jamais calculer la taxe. Pour les représentants de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, cette formation sur l'évaluation du diamant brut vise à consolider la mise en œuvre du processus de Kimberley en Côte d'Ivoire. L'embargo a été levé, donc ça ouvre des perspectives maintenant pour le secteur du diamant. Ça va permettre de relancer cette activité et un des éléments importants pour permettre cette relance, c'est l'ouverture des bureaux d'achat qui va se faire dans quelques semaines. Ça va permettre de mieux évaluer le produit et permettre aux communautés de pouvoir travailler et de tirer le juste prix de leur activité. Le ministre Jean-Claude Brou ajoute que la reprise de la commercialisation du diamant après 9 ans permettra de déterminer le poids de la pierre précieuse dans l'économie ivoirienne.
Le chapitre politique de cette édition s'ouvre avec le congrès de la jeunesse du Rassemblement des Républicains. Le congrès s'est ouvert ce matin. 2 jours de travaux au Palais des Sports de Treichville. Le thème, élection 2015, jeunes unis et mobilisés pour Alassane Ouattara. L'enjeu du congrès est aussi l'élection du nouveau président des jeunes du RDR. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Léon Pro. Élection 2015, jeunes unis et mobilisés pour Alassane Ouattara, thème du 3e congrès pour le renouvellement des instances du RJR, le Rassemblement des jeunes républicains. 3500 grenadiers voltigeurs venus de tous les horizons vont pendant 48 heures trouver les voies et moyens ainsi que les hommes pour la réélection du président Alassane Ouattara au premier tour de l'élection présidentielle de 2015. Pour le président du comité d'organisation Yves Konan, cet objectif est tenable. Il suffit, indique Karamoko Yoro, le président sortant du RJR, que le prochain bureau garde le cap du combat qui a permis de porter le mentor du RDR au pouvoir en 2010. Nous avons travaillé d'abord à la structuration du RJR et nous avons dégagé des perspectives en vue de l'élection en mettant en place des comités électoraux par section et des cellules de sécurité pour garantir la quiétude au niveau de nos manifestations. Comme ses prédécesseurs, le secrétaire général par intérim du RDR fait de la réélection du président Alassane Ouattara l'objectif unique du 3e congrès du RJR. Amadou Soumaoro explique que le principe de la candidature unique étant acquis, il reste au nouveau président du RJR de remplir les critères d'homme politique accompli. Il doit être déterminé, engagé et loyal au parti et à ses dirigeants. Il doit surtout être rassemblé. Le président du RGR doit être aussi un modèle dans son comportement, en étant respecté des éthiques et des valeurs de notre société africaine. Aussi incarner la modernité. Ce 3e congrès va s'achever ce dimanche par l'élection des nouveaux présidents et bureaux du RJR. Il aura mobilisé des partis politiques frères d'ici et d'ailleurs, notamment le PDCI-RDA et l'Union des forces démocratiques de Guinée. Souvenez-vous, le mercredi 17 septembre dernier, lors de la visite du chef de l'État dans l'Ifou, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a annoncé son soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015. Il y a eu des réactions après cet appel, voyons celle du Forum national du PDCI RDA. Le mercredi 17 septembre 2014, le président Aimé Henri Konan Bédié a animé, conjointement avec le chef de l'État, Son Excellence Alassane Ouattara, un meeting à Daoukouro, son village natal. Lors de cette rencontre, le président du parti a mis en ordre de bataille toutes les structures du PDC-RDA en vue d'une victoire sans bavure des enfants de Félix Houphouët-Boigny aux consultations électorales de 2015. Le Forum national du PDC-RDA, mouvement de mobilisation et d'action concrète, ça rime entièrement aux instructions contenues dans ce qu'il est convenu d'appeler désormais l'appel de Daoukourou. Le président du Parti républicain de Côte d'Ivoire invite l'opposition à éviter la défiance envers les institutions de l'État, un appel qu'il a lancé à l'occasion de la rentrée politique de son parti. Il s'agit de Baïta Gros. Le président de ce parti invite la classe politique, notamment l'opposition, à privilégier la paix dans toutes leurs actions. On en sait plus avec Michel Dicry. Je ne critique personne, mais vous venez de voir mon discours. Je me suis trouvé dans l'obligation de rappeler ce que j'ai dit en 90. Respectons les institutions, respectons les autorités pour qu'en retour, les autorités nous respectent. Il avait disparu de la scène politique, avec lui son franc-parler. Baïta Gros signe son retour et c'est sans détour que le président du Parti républicain de Côte d'Ivoire invite l'opposition à éviter les situations conflictuelles avec le pouvoir. Moi, je refuse d'engager mon parti dans les tensions permanentes avec le pouvoir. Encore on dit, ouais, Baïta Gros, il est vendu, il est corrompu. Prenez le cas aujourd'hui. Si je ne le dis pas, ce n'est pas normal. Le président Alassane Ouattara a fait bitumer toutes les routes de Cocody. D'Angré à la Palmeraie Riviera. Ça là, j'espère que ça mérite qu'on l'applaudisse. Oui ou non?
C'est ça l'opposition. Quand c'est bleu, tu dis c'est bleu. Quand le président dit il aime sa femme, tu dis oh, pourquoi il aime sa femme? Parce qu'il faut faire l'opposition pour l'opposition, moi je refuse. Pour Baïta Gros, toutes les tensions entre l'opposition et le pouvoir peuvent se dénouer si des discussions sont entamées dans un climat apaisé, sans défiance. Selon lui, le retour de son parti dans l'arène politique, après une longue période d'inactivité, fera avancer la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité, ce 20 septembre, la journée européenne de la prostate, la célébration donc de la journée européenne de la prostate. Cette journée est organisée par l'Association européenne d'urologie, donne l'occasion de rappeler et de sensibiliser les professionnels de la santé et le grand public sur un sujet encore tabou. Et selon l'association, aujourd'hui encore, les pathologies de la prostate sont méconnues, ainsi que les traitements pour y faire face. Nos reporters Christelle Nda et Serge Gongomé nous expliquent cette maladie peu connue du public. Le samedi 20 septembre est la journée européenne de la maladie de la prostate. La prostate, un organe génital masculin situé entre la voie urinaire et la voie génitale, est présente uniquement chez l'homme. Elle fait partie du système reproducteur masculin. Située en avant du rectum, juste sous la vessie, elle mesure environ 3 à 4 cm de long et 3 à 5 cm de large. Chez le jeune homme, la prostate fait environ 20 grammes. Peu connue, la maladie de la prostate peut être le siège de 3 affections principales. En général, on a 3 maladies au niveau de la prostate. Nous avons la prostatite, et peut-être aiguë ou chronique. Il y a l'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate et le cancer de la prostate. Considérée comme la maladie des adultes de plus de 50 ans, elle peut toucher également les plus jeunes. L'hypertrophie bénigne de la prostate survient chez les patients à partir de 50 ans. Et la prostatite, elle survient à tout moment, mais elle est plus fréquente chez les sujets jeunes parce qu'elle est due aux infections, aux IST, les infections sexuellement transmissibles, et aux infections urinaires. Face à l'ampleur de la situation en Côte d'Ivoire, une sensibilisation plus accrue de la population est nécessaire sur la pathologie, ses symptômes, ses conséquences et la conduite à tenir pour éviter cette maladie. Que ce soit le cancer ou bien l'hypertrophie bénigne de la prostate, n'a rien à voir avec les rapports sexuels. Dès qu'on ressent les premiers signes déjà, il faut consulter. Même déjà à partir de 50 ans, un homme doit déjà commencer à faire son bilan. Maintenant, si vous êtes issu d'une famille où il y a un cancer de la prostate, ou bien une famille à cancer, déjà à partir de 45 ans, il faut se faire dépister. Le cancer de la prostate est très fréquent chez l'homme à hauteur de 9,3%, chiffre d'octobre 2012. La police forestière vient de procéder au démantèlement d'un réseau de trafiquants de bois. 15 tonnes de bois issues du sillage à façon viennent d'être saisies sur l'axe Adzopé à Niama. Les trafiquants ont été mis aux arrêts et déférés devant les juridictions compétentes. Récit Teresta Peyopoui. C'est une information anonyme qui a permis aux agents de la police forestière de mettre la main sur le camion de 15 tonnes. Il avait à son bord du bois scié illégalement. Les bois saisis sont constitués d'essences nobles, telles l'iroko, le badi, pratiquement en voie de disparition, en Côte d'Ivoire. C'est donc une marchandise de grande valeur qui s'apprêtait à être déversée sur les marchés. Selon les explications du capitaine Koulibaly Kader, sous-directeur de la police forestière, cette arrestation s'inscrit dans une vaste opération que vient de lancer l'administration forestière sur instruction du ministre Mathieu Daré Babo pour traquer tous les indélicats qui continuent de piller la forêt ivoirienne. C'est aujourd'hui une occasion pour lancer un signal fort pour dire à tous ces fraudeurs, à tous ces fossoyeurs de la forêt ivoirienne que Monsieur le ministre des Eaux et Forêts a donné des instructions fermes afin que tous ces cas de fraude soient réprimés et les auteurs des délits mis à la disposition des juridictions compétentes. Nous avons déjà signifié une fois que la récréation était terminée. Ceux qui ne l'ont pas compris, nous trouverons chaque jour et nuit sur leur chemin. Le sillage à façon, qui fait perdre à l'État de Côte d'Ivoire plus de 21 milliards de francs CFA par an, est interdit depuis le 26 novembre 2013 par un décret présidentiel.
Voilà, place à la page culture. Radio Vacances a connu son apothéose le samedi dernier. Les localités lauréates de cette émission de Radio Côte d'Ivoire bénéficieront d'un financement de projet de plus de 200 millions de francs CFA. Cette somme sera décaissée par le Fonds national de la jeunesse, partenaire de cette émission, Eric Goré, Serge Coléa. Après avoir sillonné les communes d'Abangourou, d'Aboisseau, de Mans, de Soubré, de Gagnoa, de Lakota et de Ferkissé-Dougou, la caravane de Radio Vacances a connu son apothéose à Grand Lao. Jeunesse et avenir est le thème de cette année. Le concours CRAC, le concours d'imitation de journalistes et animateurs et le concours Voyo ont meublé cette émission des vacances. Après 2 mois de compétition, 4 localités ont été primées, à savoir Aboisseau, Ferkissé-Dougou, Soubré et Grand Lao. Très honoré au nom de toutes les populations du département de Grand Lao, en tant que député maire, pour cette belle initiative de Radio Côte d'Ivoire d'organiser la finale de Radio Vacances ici à Grand Lao. Ces localités bénéficieront chacune d'un financement de 50 millions de francs CFA, soit un total de 200 millions de francs. Un financement du Fonds national de la jeunesse, le FNJ. Et Miss District International, c'est pour bientôt. La 9e édition a été donc, le top départ de cette 9e édition a été donné le vendredi dernier par le comité d'organisation. Franck Quadio pour les explications. La Miss District 2014, le numéro 7. Le numéro 16, Trabi Yasmine Aminata, 21 ans, lauréate de Miss District International 2014. 6 mois de règne et déjà la 9e édition, celle de 2015, se profile à l'horizon. Une édition qui, selon Jean-Philippe Quadio, commissaire général, sera placée sous le signe de la maturité et de la lutte contre l'ulcère de Burili, sans oublier des innovations telles des messages de sensibilisation contre le réchauffement climatique. Date choisie le 6 décembre 2014 pour la finale nationale et le 6 février 2015 pour celle internationale, la première du genre, avec plus de 40 pays venus des 4 coins du monde. Une cérémonie de lancement qui plante déjà le décor. Pour le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, ce concours a son sens car il participe de la valorisation de l'esthétique et de la valeur de la femme. Propos soutenus par les représentants du gouverneur du district d'Abidjan et du président de la Chambre de commerce belge. Occasion toute à trouver pour récompenser les lots. On parle aussi théâtre dans cette édition. Assandé Fargas et Michel Bory sont en tournée en Europe. Les explications avec Serge Coléa. Il s'appelle Godot. Il a dit Godot. Mais non, vous n'êtes pas M. Godot, monsieur. J'ai cru que c'était lui. Qui? Ce Godot. 2 Ivoiriens en vedette sur les planches européennes. Assandé Fargas et Michel Bory sont à l'affiche de la pièce de théâtre En attendant Godot. C'est une pièce écrite par le célèbre dramaturge irlandais Samuel Beckett, prix Nobel de la littérature en 1969. En attendant Godot donne l'occasion à ces 2 acteurs ivoiriens d'exprimer leur talent outre-mer. Godot! Je dormais. Pourquoi tu ne me laisses jamais dormir? Je me sentais seul. Je faisais un rêve. Ne le raconte pas. Ne le raconte pas! En compagnie de Jean-Michel Blesson, directeur de la structure ARCOM, Assandé Fargas et Michel Boiri ont présenté la pièce. En attendant Godot, c'est l'histoire de 2 clochards, Vladimir et Estragon, attendant vainement un dénommé Godot qui leur a fixé un rendez-vous. La représentation théâtrale en 2 actes aborde plusieurs thématiques, Dieu, le chômage, l'immigration et surtout l'espoir qui fait vivre car il en faut pour attendre Godot. Assandé Fargas, habitué des planches, en a une longue expérience commencée au début des années 80. Michel Boiri est également un acteur reconnu pour avoir joué dans plusieurs pièces et films. Leur présence dans cette pièce de théâtre est tout simplement la consécration de leur talent. La pièce en est un succès en Europe et devrait pouvoir être servie au public ivoirien très bientôt. Une seule chose est claire, nous attendons que Godot vienne.
Les Beaux-Arts ivoiriens à l'honneur dans la capitale économique ivoirienne. 8 jours de créativité et de beauté artistique. Abidjan Art Festival accueille plusieurs artistes, notamment des peintres, des sculpteurs, des infographistes. L'ambition est clairement affichée, comme on voit les arts visuels. Justement, l'un des festivaliers est avec nous sur ce plateau, Monsieur Jean-Baptiste Gueka, notre invité de la page culture. Bonsoir Monsieur Gueka. Bonsoir Marie-Laure. Vous êtes artiste plasticien. Oui. Et vous êtes l'un des festivaliers d'Abidjan Art Festival, justement. Alors, d'abord, faites-nous la différence entre les arts visuels et les arts scéniques. Effectivement, merci. Les gens ont tendance, en Côte d'Ivoire surtout, à confondre. Quand on me pose la question, vous êtes artiste, quand je dis oui, on dit tu chantes quoi? C'est un manque de connaissances. Donc le festival est là pour pallier à tout ça aussi. Ce qu'on va appeler les arts scéniques, c'est tout ce qui rime avec la chanson. La chanson, le théâtre. Vous n'êtes pas chanteur, voilà. Déjà, effectivement. tout de suite sur, et voilà. Par là, on a parlé de théâtre tout à l'heure. Ça, c'est scénique. C'est tout ce qui va rimer autour d'un podium, en fait, les arts où il y a plus de bruit, on va le dire comme ça. Et maintenant, les arts visuels, ça prend en compte, par exemple, le réalisateur de cette émission, il fait partie des arts visuels, donc ce qu'on va appeler les arts plastiques, en fait, la mode et tout ça. C'est ça qui rentre en ligne de compte. Les infographistes aussi. Les infographistes, les photographes, etc. Ils sont différents des artisans. Oui, très différents. Parce que l'artisan... Où se situe la différence alors? La différence, c'est que l'artisan, lui, il fait quelque chose qu'on a déjà produit. Exemple. Il copie. Il copie. Exemple, celui qui a fait le Mas-Gouro est l'artiste du Mas-Gouro. Mais celui qui va sculpter le Mas-Gouro, copier, regarder après et faire tout le temps, voilà, lui, il devient un artisan. Voilà. Rapidement, juste en quelques mots. Alors, celui qui tisse, le tisserand, quand on prend la roue de Yamoussoukro, ceux-là, ils sont artisans. Oui, ils rentrent dans le cadre de l'artisanat. Voilà, l'artisanat. Ils ne créent pas parce que... Comment comprendre? Parce qu'on se dit qu'ils ont un esprit de créativité. Et effectivement, c'est des motifs qui datent, on va dire comme ça, de 2000 ans environ. Parce que depuis des millénaires, les gens tissent ces pagnes-là. Et les gens, ils copient les mêmes motifs. À partir du moment où je me mets à faire ce métier et que je crée des motifs, à partir des anciens motifs certainement, là, on parle d'un artiste. C'est comme ça. Heureusement que vous êtes là pour nous éclairer. Justement, c'est de ça qu'il sera question à Abidjan Art Festival. Et vous avez donc décidé d'organiser ce festival pour promouvoir les arts visuels. Nous allons regarder ce reportage et en débattre ensuite. Okay. Le Festival des Arts d'Abidjan se tiendra du 19 au 26 septembre prochain. Il permettra aux populations de découvrir et d'apprécier les talents des artistes peintres, dessinateurs, designers, sculpteurs, infographistes, artistes vidéo et photographes. Le but est de susciter chez les populations l'amour pour les arts. Le Festival des Arts d'Abidjan sera l'occasion pour les organisateurs de sélectionner une quarantaine d'œuvres pour les galeries partenaires de New York, Munich et Barcelone dans le cadre d'expositions collectives en 2015. En plus des arts précités, seront présentés à ce festival des groupes scolaires en vue d'inculquer dès le bas âge l'art à l'enfant ainsi que des expositions dans les différents quartiers d'Abidjan. Cette lucarne permettra aux exposants de présenter leur travail et d'avoir une visibilité internationale à long terme. C'est un retour aux valeurs culturelles et une aubaine pour ces artistes d'être mieux connus et d'accéder à la gloire à travers leur création. Alors, M. Gueka, Abidjan Art Festival veut promouvoir les arts visuels. Alors, pensez-vous que les métiers d'artistes, peintres, photographes, designers, sculpteurs ne sont pas assez valorisés en Côte d'Ivoire? Oui, on le pense comme ça. Pas pour blâmer qui que ce soit, parce que on sait ce que le pays a traversé comme crise. Sinon, depuis les années 99, avant les années 99, il y avait un marché qui existait et c'était entretenu par nos dévanciers. Mais avec l'importante crise que nous avons connue chez nous ici, le marché il n'existe plus. Et c'est un constat que nous avons fait. Et à partir de ce constat, on a créé une association, l'association pour les arts plastiques en Côte d'Ivoire, qui initie le festival Abidjan Art Festival. Mais en dehors de ce festival, qu'est-ce que vous faites concrètement pour vous faire connaître? Concrètement, pour nous faire connaître, c'est ce que nous sommes en train de faire. Non, mais là, vous êtes en train de dire qu'on faisait une confusion entre les arts scéniques et les arts visuels. Effectivement.
Ça, c'est le propre de l'Ivoirien même en général. Qui confond les heureusement choses. que vous nous avez éclairé là-dessus. Alors, vous parlez de problèmes d'accessibilité des Ivoiriens aux arts visuels. Je prends par exemple le sculpteur, ou bien le dessinateur, ou bien le peintre qui expose. Oui. On a des tableaux qui sont très chers. Oui, effectivement. Effectivement, c'est tout ça qui doit parler, le festival. Abidjan Art Festival doit parler, puisqu'il y a une forme de cotation. À un moment donné, les gens, ils arrivent, ils pensent que c'est excessivement cher. Moi, on a l'impression que c'est pour une classe donnée. Oui. Un tableau qui va coûter 200 000 francs CFA. Alors je me dis, mais à quoi ça sert? Je préfère mettre un calendrier dans mon salon. Oui, c'est là où le bas blesse. Parce que vous permettez de vous acheter une voiture à 13 millions, par exemple. Peut-être que j'ai pas de mais vous ne pouvez pas le donner en héritage à vos enfants. Mais un tableau, une œuvre d'art, une sculpture, ça va tracer l'histoire de notre humanité actuelle. C'est pourquoi nous parlons de contemporain. Donc, payer une œuvre d'art aujourd'hui, vous pouvez le léguer à 2000 ans, à votre génération, à votre descendance. Et ça retrace l'histoire. Vous avez dit, vous m'avez promis, vous allez démontrer cela aux Ivoiriens, juste nous donner un avant-goût de ce qui va se passer à Abidjan Art Festival. Vous étiez en train de faire un portrait, je l'ai vu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez montrer aux téléspectateurs? Vous avez quelques secondes. Donc ça, c'est vos matériaux de la peinture que nous utilisons habituellement avec de l'eau comme liant. Donc je vais faire un petit truc pour présenter un peu. Ça, c'est des pinceaux. Ça, c'est des pinceaux. Voilà, très rapidement. Je vais le faire pour me mettre un peu. Vous êtes aussi un dessinateur. Oui, le dessin, c'est la base. On a juste une minute parce que c'est ce que vous m'avez dit. Oui. Une minute. Le dessin, c'est la base. Donc, je vais faire ça très rapidement. Et ça, c'est quoi? Juste présenter, c'est de la peinture à eau. Voilà, on utilise l'eau comme source de vie, mais on utilise l'eau comme liant en peinture. Voilà. Et donc, je vais faire quelques tracés rapides. D'accord. Comme ça. Et c'est ce qui va se passer dans Abidjan Art Festival qui... Oui, c'est ce qui se passe d'ailleurs déjà. Tout à l'heure, j'étais à un vernissage en zone 4. Puisque hier, il y a eu le lancement. Effectivement, le lancement s'est passé à la Fondation Ampateba, où on a eu la présence du ministre de la Culture et l'ancien ministre Fadiga. Et ça, c'est qui? Et ça, c'est une esquisse de... J'espère que c'est pas Marie Longo. Oui, c'est Marie Laure. Ah bon? Oui, dans un tracé, j'allais dire, divinatoire. Parce que c'est tout ça aussi, je saisis l'esprit. Justement, les arts visuels, vous nous transportez souvent dans l'abstrait. Ça fait que les Ivoiriens ne se retrouvent pas. On se dit, mais je préfère acheter ma banane ou mon riz que d'aller acheter un tableau qui ne m'apporte rien. Oui, le tableau édifie parce que les Ivoiriens, ils passent leur temps dans les rues parce qu'arrivés chez eux, ils n'ont rien pour transcender au-delà de leur quotidien. Donc, ils passent tout le temps dans les maquis, dans les bars. C'est logique parce qu'ils ne sont pas habitués à tout ça. Alors qu'anciennement, au village, au clair de lune, les gens ils sortent les masques, ils travaillent, ils font tout. Et on a perdu un tant soit peu de cette sensibilité-là. Il faut le remettre à plomb. Est-ce que le secteur est porteur, les arts visuels? Oui. Est-ce que ce secteur est porteur? Mais vous l'avez dit tout à l'heure, qu'un tableau il coûte excessivement cher. Mais est-ce que vous avez assez d'acheteurs? C'est ça aussi? Oui, mais là, Marie-Laure doit venir acheter. Parce que présentement, Marie-Laure doit se permettre d'acheter un JK qui peut-être, ça va coûter 60 000 présentement. Mais dans 10 ans, 20 ans, écoutez, ça va coûter 2 millions. C'est comme ça, c'est un investissement. Et l'art sert de baromètre à toute économie. Et ça, les gens doivent le savoir. Quand vous prenez ce qu'on va appeler argent monnaie sur la terre, je crois à 15 à 25%, c'est ça qui fait la liquidité. Si on se fouille tous sur la planète, tout ce qu'on a comme argent, peu importe le dollar ou quoi, ça ne dépasse pas les 25%. Tout le reste, c'est dans les biens immobiliers. Et ce qui fait la valeur du bien immobilier, c'est ça. D'accord. Vous visez l'international et pourtant vous avez assez de défis à relever au niveau national. Effectivement, aujourd'hui, avec l'Internet, comme nous avons un site où nous présentons 140 artistes et on a un catalogue qui est déjà dans l'avion, qui est en train d'arriver de l'Allemagne. Déjà avec l'Internet, on a le monde.
Donc il est important que l'artiste ivoirien et les Ivoiriens eux-mêmes en général s'approprient cet outil-là qui est Internet et qui fait qu'aujourd'hui le village planétaire existe. D'accord, dernière question, M. Dieka, vous allez vous asseoir rapidement. Je pense qu'on va terminer après ce portrait-là et j'espère que je l'aurai, je ne vais pas l'acheter. Alors, les arts visuels, dites-nous, qu'est-ce que cela peut apporter à un pays comme la Côte d'Ivoire? Oui, un pays comme la Côte d'Ivoire qui vient de traverser tout ce que nous savons, on ne va pas revenir là-dessus. Les arts visuels aujourd'hui est une sorte d'exorcisme pour nous tous, puisque celui qui crée, qui réalise les œuvres avec le collage, avec tout ce qu'il y a, rentre au téléphone de lui-même. Par conséquent, il fait un truchement à Dieu, parce qu'il essaye de faire un peu comme Dieu. Et pallier tout ça, ça amène ceux qui observent, ceux qui regardent, à s'interroger. S'interroger, comme les gens le disent, quand vous voyez une œuvre d'art, c'est bizarre, on ne sait pas. Oui, c'est le bizarre là qui est intéressant parce que ça suscite de l'interrogation pour la personne qui observe ça. Et ça va faire un déclic. Ça va amener les gens à aller au-delà d'eux-mêmes et à créer. D'accord. Et c'est ça le rôle de l'artiste, c'est là le rôle des arts visuels. Si on vous demandait tout de suite, voici un calendrier, voici un tableau, qu'est-ce que moi je gagne à choisir le tableau que de prendre le calendrier pour décorer ma maison? Dans un premier temps, ça témoigne de votre finesse, ça veut dire que vous êtes raffiné, parce que les calendriers sont faits pour les cuisines, les photos sont faites pour les albums. Il y a des œuvres d'art qui sont faites pour être accroché au mur. Et si vous essayez, vous prenez une œuvre, vous mettez sur votre mur, 3 jours après vous l'enlevez, vous allez vous rendre compte que votre salon est vide. Voilà. Et c'est un marché. Il y a un marché pour ça. Merci beaucoup, Monsieur Dieka. Merci. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je pense qu'on a compris l'importance des arts visuels et on espère, on vous souhaite plein succès pour Abidjan Art Festival. Merci beaucoup. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a visité ce matin le site de Modeste, situé sur la route de Grand Bassam. Il est allé s'assurer de l'état d'avancement des travaux du projet de construction de logements sociaux après la saison des pluies. Sidonie Davila pour les explications. Plus de 10 chantiers en phase de travaux ont été visités par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme sur l'axe Abidjan-Bassam. Le projet de logement socio-économique et de standing lancé par le gouvernement est bien en cours de réalisation et connaît une production massive. C'est le constat fait par Mamadou Sanogo lors de cette visite technique du chantier. Durant la période donc, de la saison pluvieuse, les Ivoiriens ont noté qu'il y avait donc une baisse des régimes. Beaucoup s'étaient inquiétés. Il était bon de venir donc s'assurer que les chantiers avancent bien. C'est une véritable nouvelle ville qui est en gestation ici. Et nous sommes tenus par un devoir de vérité de dire à nos concitoyens que les logements seront effectivement livrés en décembre, mais sans les VRD. C'est-à-dire sans l'électricité, l'eau, parce que c'était au gouvernement de le réaliser. Au total, 10 promoteurs rivalisent d'ardeur chaque jour pour faire de l'ambition du gouvernement une réalité en Côte d'Ivoire d'ici à fin décembre. Ils se sont réjouis de cette visite du ministre qui a tenu à leur exprimer ses encouragements pour le travail bien fait. Nous, en les accompagnant, on apportera notre humble contribution afin que la population puisse vraiment être bien logée. C'est-à-dire notre cellule de commercialisation n'a pas souffert, les clients sont là. Je peux vous dire, par rapport à ce site, aujourd'hui nous avons 450 logements, 90% ont été réservés. Dans les prochains jours, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme se rendra en France. Il s'agira pour lui de rencontrer les souscripteurs ivoiriens en vue de les rassurer quant à l'avancée effective du projet. Aucune piste privilégiée, c'est ce qui ressort de l'enquête sur la chute de l'avion d'Air Algérie le 24 juillet dernier au Mali. Le bureau d'enquête et d'analyse français vient de publier à Bamako son premier rapport d'enquête sur l'accident qui avait fait 116 morts, dont 54 Français. Outre les Français, les passagers étaient des ressortissants du Burkina Faso, du Liban, de l'Algérie, de l'Espagne, du Canada, d'Allemagne et du Luxembourg.
C'est le soulagement en Turquie. Les 49 otages turcs retenus par l'organisation de l'État islamique en Irak ont été libérés ce matin. Ils ont été capturés par les djihadistes depuis le mois de juin. Parmi les anciens otages figuraient le consul général et son épouse, plusieurs diplomates et leurs enfants. Le chef du gouvernement de la Turquie a rendu hommage aux services de renseignement pour leur rôle joué dans cette libération. À présent, cette autre bonne nouvelle, vous le savez, le verdict est tombé cet après-midi à Addis Abeba. En Éthiopie, la CAF, la Confédération africaine de football, a désigné les pays organisateurs de la CAN 2019-2021. À l'issue du vote, le Cameroun va abriter la CAN 2019 et la Côte d'Ivoire, notre pays, va accueillir l'édition de 2021. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction et supervisé par Lassine Fofana. Merci à toute l'équipe de réalisation pilotée par Ricardo Somon. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À 23h, Maïsako prendra le relais pour le dernier journal.